Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire Comment faire de l'onboarding un levier de marque employeur et de rétention. On va attendre juste une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Je vois que le nombre de participants grimpe et on va commencer les échanges par la suite. Allez, c'est parti, on va y aller. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Comment faire de l'onboarding un levier de marque employeur et de rétention. Je suis Eugénie Collin, directrice marketing chez Workello et passionnée des sujets RH. Et aujourd'hui, je suis ravie d'animer cette table ronde avec Valérie Féty de l'agence Watt et Gaspard Gros de Workello. Tout au long de l'événement, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions ou à partager aussi vos réactions, vos témoignages. Bien sûr, le replay vous sera envoyé après l'événement. Très bien. Eh bien, Valérie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc bonjour à tous. Donc moi, je suis Valérie Féty, je suis DGA au sein de l'agence Watt. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'agence Watt, juste en 2 mots. Donc l'agence Watt, c'est une agence de communication corporate et RH. On est 150 collaborateurs, voilà, qui œuvront aux côtés de nos clients sur des problématiques de communication diverses et variées, avec un gros sujet sur la marque employeur. Voilà. Enchantée à tous. Merci Valérie. Gaspard, peux-tu te présenter aussi, s'il te plaît ? Oui, bonjour à tous. Donc enchanté, je suis Gaspard Gros, je suis directeur commercial de Workello. Auparavant, j'ai passé plus de 7 ans dans le secteur des avantages salariés. Et donc Workello est une société qui a été créée donc en 2017 et nous proposons une plateforme intelligente pour améliorer le quotidien des équipes RH et centrée sur l'onboarding. Très bien, merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet et commencer un peu avec un constat autour de la marque employeur. On voit que la marque employeur est devenue un enjeu RH stratégique, mais qui est souvent parfois un peu cantonné à la phase de recrutement. Valérie, via ton expérience chez Watt, quels sont les grands défis que tu observes aujourd'hui autour de la marque employeur et pourquoi ça dépasse la communication RH ? Alors, peut-être commencer par redéfinir ce qu'est la marque employeur. C'est vrai que c'est une notion qui est sur toutes les lèvres et notamment des RH aujourd'hui. Donc, la marque employeur, elle se réfère à la réputation, à l'image et à la perception d'une entreprise en tant qu'employeur. Donc, elle est évidemment influencée par la communication qui est faite par l'entreprise, aussi par l'expérience qui est proposée, tout autant aux candidats ou aux collaborateurs, et également sur la façon dont elle est perçue par ses collaborateurs et ses candidats. Donc, en effet, elle dépasse très, très largement la seule communication RH. Après, donc, si on se parle des défis, il y a aujourd'hui à la fois des défis externes et des défis internes. Sur l'externe, donc oui, les recrutements sont évidemment en baisse. Vous le savez tous ici autour de la table. Il y a une baisse des offres d'emploi de 8% constatée depuis le début de l'année. Pour autant, les recrutements continuent à exister, alors en moindre nombre certes, mais souvent sur des profils pénuriques ou avec un fort besoin d'expertise. Donc, l'enjeu aujourd'hui, il n'est plus tellement de générer du CV et des leads, mais de générer des bons CV. Et pour attirer ces bons CV, donc ces bons talents, on sait que ces profils-là, ils ne cherchent pas juste un job, ils cherchent aussi un environnement de travail, un collectif auquel participer et aussi des valeurs dans lesquelles ils se reconnaissent. Donc, il est essentiel d'avoir une marque employeur auprès de
auprès de ces cibles-là pour être attractif. Donc ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, les chiffres sont assez éloquents. D'après une étude Link-Humans, le fait d'avoir une marque employeur forte génère 50% de candidatures qualifiées supplémentaires. Il y a un autre chiffre aussi qui peut surprendre, mais 33% des candidats sont prêts à refuser une offre si la réputation d'une entreprise est mauvaise, et ça, quel que soit le salaire qui est proposé. Donc, incontestablement, la marque employeur a un enjeu très fort en termes d'attractivité. Et après, si on se place du côté de l'interne, moins de recrutement, ça veut souvent dire un enjeu de fidélisation qui est accru. Donc, bien sûr qu'une marque employeur forte qui développe, qui assume une promesse de valeur à chaque étape du parcours de candidats, favorise la rétention par un sentiment d'appartenance accru et un épanouissement personnel et professionnel proposé. Et le deuxième enjeu en interne, c'est qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de faire des collaborateurs des ambassadeurs de l'entreprise. On sait que les prises de parole des pairs a plus de légitimité et d'impact auprès des candidats. Donc, le partage de témoignages de collaborateurs satisfaits sur les plateformes ou sur les réseaux sociaux favorise bien sûr la réputation d'une entreprise et améliore l'attractivité d'un employeur. Merci Valérie. Et toi, Gaspard, côté Workelo, tu as des données issues du baromètre de l'onboarding. Qu'est-ce qu'elles révèlent sur l'impact d'un bon ou d'un mauvais onboarding sur la marque employeur et la rétention? Oui, alors peut-être un rappel sur ce baromètre. Donc, c'est une étude qu'on a réalisée en 2024 avec Ipsos sur un panel de 800 salariés pour faire un bilan sur la façon dont ces salariés avaient vécu leur onboarding. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a 63% des salariés qui déclarent qu'une expérience d'intégration qui est personnalisée les motiverait à rester plus d'1 an dans l'entreprise. Et une stat qui, m'a marqué, c'est qu'on a un salarié sur 3 qui a déjà quitté son poste avant la fin de sa période d'essai à cause d'un accompagnement qu'il a jugé insuffisant. Dans les faits, on a plus d'un tiers des salariés qui continuent à consulter des offres d'emploi pendant leur intégration. Donc, c'est énorme et ça veut bien dire qu'un onboarding qui est mal préparé fragilise la rétention et la relation avec ce salarié et envoie un signal négatif sur la capacité de l'entreprise à prendre soin de ses talents. Finalement, ce dont on se rend compte, c'est que les entreprises ont tendance à beaucoup soigner l'expérience candidat pour que le process de recrutement se passe au mieux et pour séduire ces candidats sur des profils pénuriques, comme on le disait. Et souvent, les promesses ne sont pas tenues au moment de l'intégration. Et finalement, cette expérience collaborateur qui devrait être au même niveau n'est pas au rendez-vous. Effectivement, et du coup, à partir du recrutement, la marque employeur se joue autant avant l'arrivée qu'après, donc pendant la phase de pré-boarding. Et c'est vrai que cette phase de pré-boarding, elle est parfois un peu oubliée. Toi, Gaspard, comment tu conseilles de bien organiser cette étape de pré-boarding pour laisser du temps à l'humain, mais aussi valoriser la marque employeur? Oui, alors il y a plusieurs bonnes pratiques pour faire en sorte que cette étape de pré-boarding se passe au mieux. La première, c'est de bien coordonner les parties prenantes. Donc, les parties prenantes, c'est l'équipe ressources humaines, le manager, la recrue. Finalement, que chacun sache ce qu'il a à faire et quand, à l'aide de rappels cadencés dans le temps. Donc, à quel moment est-ce que telle personne doit envoyer le contrat, à quel moment est-ce qu'on doit préparer les accès, tous les outils informatiques, etc. Donc, ça, c'est hyper important pour que l'expérience soit au rendez-vous pour la recrue. Ensuite, le but, c'est aussi de maintenir un lien entre la signature du contrat de travail et l'arrivée du collaborateur. Il y a beaucoup d'entreprises où finalement, on peut, en tant que recrue, être un peu dans le flou de qu'est-ce qui va se passer d'ici là. Et donc, pour éviter les no-shows, c'est-à-dire que finalement, la personne ne vienne pas le premier jour de sa collaboration, le but, c'est d'envoyer des ressources au fur et à mesure et cadencer dans le temps pour garder la personne motivée et puis petit à petit lui permettre de se familiariser à son futur environnement. Ensuite, sur la partie administrative, le but, c'est aussi d'avoir des mails automatiques qui vont partir aux différentes parties prenantes. En fait, finalement, mon conseil, c'est d'automatiser toutes les tâches qui sont chronophages et qui ne sont pas forcément les plus passionnantes, mais qui sont indispensables pour préparer l'arrivée d'une nouvelle recrue. Tout ça afin de faire gagner du temps
et que ce temps soit consacré à finalement la transmission de la culture d'entreprise, à la transmission des valeurs et donc à une relation plus personnalisée avec cette future recrue. Et tu as parlé de ressources. Quel type de ressources et de contenu on peut partager dans un parcours d'intégration pour mettre en avant sa marque employeur et capitaliser sur cette première étape d'expérience collaborateur? Valérie, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, quel que soit le contenu, vous l'avez compris, il y a un point de départ qui est incontournable, c'est de donner de la cohérence entre le discours qui a été porté à l'externe pendant le process de recrutement ou sur votre site carrière, puisque c'est souvent par là que commence une recherche d'emploi, et ce qui va ensuite être proposé comme expérience aux collaborateurs. Donc, il faut qu'il y ait un alignement total des éléments de discours, de l'état d'esprit, de tonalité même. Hein. C'est vrai qu'en communication externe, on a souvent, et c'est vrai qu'on emmène nos clients sur des territoires d'expression qui se veulent très identitaires, donc parfois avec une tonalité un peu décalée, et on sait pourquoi on le fait. Bon, il faut que ça corresponde à une réalité aussi qui est portée par l'ensemble de l'entreprise. Donc ça, c'est le point de départ. De toute façon, avant de se dire quel contenu je propose, quel outil, etc., c'est de réfléchir déjà à la cohérence de ces contenus. Après, au-delà des contenus, c'est vrai que quand on arrive dans une entreprise, ce qui va incarner la marque employeur au premier abord, c'est quand même l'humain. Donc Gaspard parlait des parties prenantes, du manager. Voilà, c'est vrai que quand on arrive dans une entreprise, le fait d'être bien accueilli par son manager, de rencontrer ses pairs, de déjeuner avec son équipe, ça paraît tout bête, hein, mais à l'heure du télétravail, c'est pas si simple. En tout cas, il faut l'anticiper et il faut l'organiser. Il y a plein de contre-exemples de collaborateurs qui arrivent un lundi en présentiel et dans une entreprise, le lundi, il n'y a personne. Bon, bah là, c'est raté pour le premier jour d'intégration. Donc, voilà, cette part de l'humain et dans la rencontre physique qui, jusqu'alors, a pu être un peu virtualisée avec les outils, avec des recrutements qui sont de plus en plus en ligne. Bon, bah, le jour J, il faut avoir cet humain physiquement parlant. Après, c'est sûr que aussi on parle de physique, un petit kit de bienvenue est toujours le bienvenu, justement. Alors, souvent, un kit de bienvenue, il y a plein de choses, il peut y avoir plein de choses dedans. Ça allie souvent quand même de l'utilité à parfois un peu plus de convivialité ou de ludique. Mais c'est là aussi des choses très simples et toutes bêtes, mais avoir le bon bloc-notes, voire brandé avec le nom d'entreprise, le crayon, parce que même à l'ère du digital, on a quand même des usages parfois qui restent sur du papier et du crayon, ça c'est tout bête. Et puis après, il y a plein d'autres choses qui peuvent être imaginées, mais c'est une petite attention finalement qui peut aussi faire la différence. Toujours pour poursuivre un peu dans l'humain, alors je le raccroche à l'humain, j'aurais pu l'évoquer un peu avant, mais de plus en plus, il y a ce principe de buddy qui est proposé aux nouveaux entrants. Alors, qu'est-ce qu'un buddy? Alors, le mot, qui est un mot anglophone qu'on a tendance un peu à reprendre, la définition française, c'est un pote. Donc, c'est vrai que appliqué à l'environnement du travail, ça peut paraître un peu curieux. Donc, on pourrait le dire comme un parrain, mais c'est vrai qu'il y a cette volonté derrière la notion de buddy, de ne pas avoir de niveau hiérarchique entre un collaborateur et cette personne, pour favoriser les échanges, la transparence du partage, de pouvoir se référer à cette personne en toute confiance, en toute tranquillité et dire voilà, son ressenti, qu'il soit positif et négatif. Et donc, ce principe de buddy se généralise beaucoup, notamment dans les grandes entreprises.
Et puis après, il y a des choses aussi en termes qui est très simple, qui participe à faire rayonner cette marque employeur. Un nouvel entrant, on peut aussi l'encourager à faire un post sur LinkedIn pour évoquer son nouveau job, sa nouvelle entreprise, donner déjà un peu son ressenti sur son parcours d'intégration justement. On peut lui donner aussi des éléments plus de marketing pour personnaliser son profil aux couleurs de sa nouvelle entreprise. Donc tout ça, ça participe de la marque employeur, bien sûr. Et on a une question de Cassandra sur le buddy qui demande est-ce que le buddy est censé être une personne de la même équipe ou pas? Pas du tout, justement pas. Souvent, c'est une personne tout à fait extérieure. Là aussi, pour qu'il n'y ait pas qu'on ne puisse pas brouiller un peu la relation parce qu'on fait le même métier, parce que du coup, on aurait le même environnement managérial. Non, c'est souvent vraiment très éloigné et du job et de la sphère managériale. Et on a une question d'Agnès aussi qui demande des supports pour accompagner du coup la création de ces contenus. Je me tourne du coup vers toi, Gaspard. De ton côté, quelles sont les bonnes pratiques que tu recommandes en termes de contenu de marque employeur qu'on peut partager pendant l'intégration? Oui, j'ai quelques conseils effectivement, et finalement Valérie parlait de kit d'accueil. Sur la partie digitale, on peut également avoir un kit d'accueil qui vient compléter toutes les actions qu'on va mettre en place en présentiel et en physique. Donc déjà, la première étape, c'est d'avoir un livret d'accueil digital. Donc c'est vraiment comme un livret qui va venir recenser vraiment tout le quotidien d'une personne qui vit dans cette entreprise et qui permet à la personne de prendre ses marques dès le premier jour et de savoir vraiment des détails très pratiques sur, ça peut être des différents mots de passe, où se passe le déjeuner, quelles sont finalement les différentes qui sont possibles d'utiliser, etc. Et c'est important que ces documents que vous allez mettre à disposition de vos recrues soient adaptés finalement en termes de ton et en termes de visuel à la culture de votre entreprise. C'est ça qui va finalement être le premier contact des recrues avec des supports de l'entreprise. Donc, c'est important de tout de suite mettre les formes pour faire en sorte de véhiculer les valeurs de l'entreprise dans ces premiers supports. Par ailleurs, ce que je recommande, c'est d'avoir un message de bienvenue, soit du président, soit d'un manager. Donc, ça peut être sous la forme d'un texte, mais ça peut aussi être sous la forme d'une vidéo, c'est encore plus sympa. Et puis, ça permet à la personne de se projeter et de mieux comprendre aussi dans quel environnement elle met les pieds, avec finalement un peu de prise de recul, ce qui est nécessaire quand on a plein d'infos sur son premier jour. Ça permet aussi d'être accueilli un peu différemment. Et puis, tous ces éléments digitaux sont aussi intéressants pour des personnes qui seraient parfois onboardées à distance. Ça peut arriver. C'est d'autant plus pertinent d'avoir ces éléments-là. Et même en présentiel, finalement, ils vont pouvoir aller à leur rythme. Donc, on parlait de visuels qui doivent être cohérents avec la charte employeur qu'on peut avoir. Donc, en fait, vous pouvez tout adapter, les bannières, mettre des photos de votre équipe, avoir une interface qui soit entièrement personnalisée pour votre parcours d'intégration. Et dedans, mettre différents contenus qui soient vivants. C'est aussi ça qui va faire que vous allez motiver cette recrue à venir réaliser les différentes actions liées à son parcours d'intégration. C'est mettre en place différents types de contenus. Donc, on parlait de vidéos, ça peut également être des quiz, par exemple sur la culture d'entreprise, pour que la personne puisse mieux appréhender l'entreprise dans laquelle elle met les pieds. Ça peut être des vidéos de témoignages de collaborateurs sur potentiellement différents métiers, ce qui permet aussi de mieux comprendre à la fois le poste que la personne veut occuper, mais également le poste d'autres parties prenantes de l'entreprise et comment les équipes vont finalement fonctionner entre elles. Et la dernière recommandation que j'aurais, c'est de prendre du feedback évidemment sur le processus de recrutement vécu par la recrue pour l'améliorer. C'est le moment quand la personne arrive, c'est encore frais, donc c'est le moment de poser des questions et d'utiliser ça vraiment pour améliorer en continu son processus de recrutement. Et pour rentrer encore plus dans le concret, est-ce que Valérie, tu peux partager un exemple d'entreprise qui a mis en place des actions de ce type dès l'onboarding pour améliorer sa marque employeur? Oui, j'avais envie de vous parler de Saretech. Donc, Saretech, c'est un expert en assurance
qui comptabilise 2500 collaborateurs, je crois, donc, qui est un client de l'agence et qui utilise aussi la solution Workelo. Alors, ce n'est pas forcément pour ça qu'on l'a choisi, mais c'est vrai que Saretech est un très bon exemple de parcours d'intégration réussi. Alors, Saretech a toujours placé l'humain vraiment au cœur de sa stratégie. Et donc, nous, ça fait plusieurs années qu'on les accompagne et on a voulu déjà les aider à un peu structurer et à marketer leur offre RH. Donc, on a imaginé, on parlait de tonalité tout à l'heure, donc on a imaginé, donc on a structuré l'offre RH au travers de 4 piliers. Il y a un des piliers qui concerne plus spécifiquement l'intégration et l'inclusion. Et ce marketing de l'offre RH s'est fait au travers d'Energy Drinks. Donc, chaque pilier est incarné par une canette avec un nom qui porte le pilier. Voilà. Et donc ça, pourquoi la canette? Parce que Saretech a un état d'esprit, un ADN assez particulier. Ils sont ultra dynamiques, très dans la rupture et dans l'innovation. Donc, ils veulent des gens qui ont une soif de grandir, d'innover, de réussir, de travailler ensemble. Et c'est vrai que c'est cette notion de soif qui nous a donné cette idée d'Energy Drinks. Bon, ça, c'est pour la petite anecdote. Et donc, si on parle plus particulièrement sur la partie intégration, donc je vous parlais d'un parcours très complet. Donc, oui, ils utilisent la solution Workelo pour toute la partie digitale et administrative. Ils ont mis en place aussi un dispositif qui s'appelle le côte à côte. Donc, c'est un collaborateur qui intègre Saretech, va pendant quelques jours suivre main dans la main avec va suivre un autre collaborateur qui exerce le même métier que celui qui va exercer. Ils ont aussi une welcome box de bienvenue dans laquelle ils retrouvent les fameuses canettes, puisque ces canettes, ce n'est pas qu'un concept marketing, on les a vraiment fabriquées. Et donc, ça fait partie de la welcome box. Et autre dispositif intéressant, c'est qu'ils sont allés assez loin aussi dans la mécanique, c'est qu'ils proposent à tout nouvel entrant de participer à un welcome game 100% virtuel qui s'appelle Uni vers Saretech. Donc, cet escape game, c'est en fait une quête collective. Donc, c'est les nouveaux arrivants qui sont organisés en équipe. L'objectif, voilà, vous voyez nos fameuses canettes. Pour illustrer. C'est une quête collective pour déjouer le sabotage d'un malfaiteur et sauver la réputation de Saretech. Et en fait, collectivement, ils sont immergés dans l'environnement Saretech. Donc, le jeu reproduit l'environnement et les locaux de Saretech. Et ils doivent résoudre des énigmes. Pour résoudre des énigmes, ils doivent aller rencontrer des collaborateurs, aller interroger des managers au travers de visio. Donc, c'est à la fois une façon de découvrir physiquement l'environnement de travail, de découvrir l'état d'esprit Saretech, de rencontrer des collaborateurs et le tout de façon assez ludique. Donc, c'est plutôt un dispositif assez chouette et qui a évidemment des retours très positifs des nouveaux arrivants. Voilà pour cet exemple Saretech. Et toi, Gaspard, est-ce que tu as un exemple d'un autre client du coup à Workelo? Moi, j'aimerais vous parler de la Banque Postale. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la présenter. Pourquoi j'ai retenu cet exemple? Parce que ce que je trouve intéressant avec la Banque Postale, déjà, c'est que l'entreprise propose des séminaires d'intégration pour les nouvelles recrues. Et donc, c'est vraiment quelque chose de régulier avec une journée dédiée, un nom à la promo. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui vient de l'univers plutôt universitaire, mais on a des promotions de nouvelles recrues et donc et ces promotions portent un nom pour du coup ancrer la marque employeur, créer aussi
une culture forte, avec une journée dédiée qui se finit par un discours du directeur général qui vient lui-même à la rencontre des recrues, et ce qui est toujours évidemment apprécié par les personnes qui viennent de rejoindre l'entreprise. D'autre part, ce que fait la Banque Postale et qui est intéressant et qui fait écho à ce que disait Valérie, c'est qu'elle propose aux nouveaux collaborateurs d'aller à la rencontre de 3 types d'entités différentes au sein de la Banque Postale pour vraiment appréhender la diversité des métiers qui sont proposés par la Banque Postale. Ça permet de mieux connaître l'organisation, de découvrir, d'être confronté aux différentes clientèles qui sont adressées par la banque et donc de sortir dès le début finalement de son propre métier pour mieux comprendre comment on va s'inscrire dans cet ensemble, dans une entreprise de cette taille. Un autre élément qui est intéressant aussi, c'est que la Banque Postale permet aux recrues de faire une action citoyenne à son entrée dans l'entreprise. Donc, ils ont un partenariat avec l'association Reforest Action et ils peuvent planter un arbre pour symboliser leur arrivée. Donc, ça, c'est quelque chose qui, je trouve, permet vraiment d'ancrer ce temps fort qui est le premier jour. Et sur la partie digitale, la Banque Postale a choisi de mettre en place Workelo pour le pré-boarding et l'onboarding. Et donc, aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on travaille avec eux. Et donc, on a vu que la Banque Postale a fait augmenter la satisfaction de leurs nouvelles recrues de 52 à 78% après la mise en place de la plateforme Workelo. Et enfin, un autre conseil, ce serait de mettre en avant en fait tout ce qui est fait pour l'onboarding par l'entreprise et donc notamment la certification Great Onboarding qui peut être réutilisée sur les réseaux sociaux mais également dans les communications. Donc, par exemple, nous, on travaille avec Forbis Mazars qui met en avant cette certification sur son site carrière, ce qui permet finalement d'avertir, entre guillemets, les futurs recrues, ou en tout cas les personnes qui sont intéressées par l'entreprise, que le sujet de l'onboarding est un sujet très important dans l'entreprise et qui est bien traité. Et pour compléter sur cette certification, pour ceux peut-être qui ne la connaissent pas, c'est une certification qui a pour objectif de mettre en valeur les entreprises qui ont un parcours d'intégration top et avec une forte satisfaction de leurs recrues. Et avant de parler un peu plus de rétention, on a une question de Roland qui rebondissait sur ce que tu dis, Gaspard, sur la prise de feedback du nouveau collaborateur sur le process de recrutement. Est-ce qu'on doit nécessairement formaliser une fiche de satisfaction selon toi ? Alors, pas forcément. Ça peut être également lors d'un premier échange, on va dire, directement avec l'équipe RH. Ce qui est intéressant, en fait, dans le fait d'avoir une plateforme qui va récolter ces informations et un formulaire, c'est que derrière, on va pouvoir réaliser pas mal de statistiques sur finalement les sujets qui remontent et pouvoir, notamment dans une entreprise, comme je prenais l'exemple de la Banque Postale, se rendre compte finalement de dans quelles entités est-ce qu'on a des problèmes qui remontent, est-ce que c'est les mêmes ou pas, et pouvoir prendre des actions correctives plus facilement. Donc, ça permet d'assurer un suivi peut-être plus facilité. Néanmoins, je pense que, comme on le disait tout à l'heure, ça n'empêche pas d'avoir un échange en physique ensuite avec l'équipe RH, et c'est tout l'objet justement, c'est de finalement permettre à travers ce type de plateforme de maximiser le temps passé avec les personnes qui en ont vraiment le plus besoin, notamment si, par exemple, le processus de recrutement ne s'est pas passé comme prévu. Alors maintenant, parlons un peu plus de rétention. Gaspard, comment l'onboarding peut devenir un levier fort pour fidéliser dès le début, dès les premiers jours ? Je viens un peu d'en parler, mais donc c'est le premier élément que je voulais évoquer, c'est évidemment cette collecte régulière de feedback et donc le fait d'avoir des questionnaires qui sont cadencés dans le temps et également d'avoir des temps forts avec des entretiens qui sont dans l'agenda de la recrue. Donc c'est important de l'avoir évidemment pendant le pré-boarding pour éviter le no-show et, comme on disait, garder la personne motivée jusqu'à son premier jour, mais c'est également important ensuite, après le premier jour, notamment à J+30, J+60, J+90 pour se rendre compte finalement comment évolue le parcours du collaborateur. Est-ce que la recrue est satisfaite? Est-ce qu'il y a des choses finalement qui se sont pas passées comme prévu? Et donc pouvoir en fait rapidement anticiper et éviter des ruptures de période d'essai ou éviter qu'il y ait des éléments dont on perd le contrôle et qu'on n'ait pas vu venir. Et finalement, on se rend compte ensuite que la personne ne veut pas continuer dans l'entreprise et on se rend compte qu'on n'a pas assez anticipé. Donc, c'est vraiment pour pouvoir
suivre cette personne de près. Et également, un autre élément important sur l'onboarding, sur la rétention, c'est qu'on peut aussi analyser les signaux faibles de désengagement. Donc, par exemple, avec une plateforme d'onboarding, on a cette possibilité de se rendre compte si oui ou non la personne réalise ses tâches dans les temps. Et donc, on va pouvoir avoir des alertes si on se rend compte que la personne n'avance pas dans son parcours d'intégration, ce qui, du coup, pose question et ce qui demande d'être au plus près de cette personne pour voir quelles sont les raisons et comment on peut les résoudre. Voilà. Également, ce que je pense sur l'aspect rétention, c'est que l'onboarding, c'est un élément qui est hyper important dans la culture d'entreprise. C'est vraiment cette première période où finalement commencer à se créer cette relation de confiance entre la recrue et l'entreprise. Donc, c'est important de favoriser ce sentiment d'appartenance dès le départ. Si cette période-là est bien gérée, en fait, on va créer des salariés ambassadeurs qui, derrière, vont probablement d'eux-mêmes recommander cette entreprise à leur entourage ou sur les réseaux sociaux, ce qui est évidemment beaucoup plus puissant quand c'est l'entreprise directement qui le fait. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans cette optique de rétention, c'est que finalement, le fait d'avoir une plateforme d'onboarding, ça permet d'avoir un contenu qui est vraiment personnalisé pour la recrue. Et donc, elle a vraiment l'impression que ce contenu-là a été fait pour elle en fonction de ses différentes caractéristiques, de son type d'emploi, du bureau auquel elle est rattachée. Mais ça permet également d'avoir une expérience humaine, puisque comme on le disait, il y a différentes parties prenantes, manager, buddy, équipes ressources humaines qui sont présentes et qui ont des actions à réaliser dans ce parcours d'intégration. Donc, cette personne se sent vraiment accompagnée dès le premier jour. Et toi, Valérie, pour toi, comment l'onboarding peut devenir un pilier fort de fidélisation ? Je voulais revenir sur 2 dispositifs qu'on a évoqués, ou 2 mécaniques qui sont souvent inclus dans ces programmes d'intégration qui sont pour moi en effet des leviers de rétention. Gaspard parlait des promos chez la Banque Postale. C'est vrai que ce principe d'intégration en mode collectif est assez courant. Donc, ça a évidemment beaucoup de vertus pour une entreprise. Ça a permis de rationaliser et de mutualiser les efforts. Ça, c'est évident. Après aussi, derrière cette notion de promo, il y a un collectif qui se crée, une vraie communauté qui va en fait perdurer au-delà de la période de onboarding. Donc, il y a des liens qui vont se créer entre ces gens qui, certes, ne font pas le même métier, mais qui arrivent au même moment au sein d'une entreprise. Et donc, ces liens sont souvent assez forts et vont perdurer tout au long de la carrière des collaborateurs. Donc, ça, c'est aussi intéressant parce que ce sentiment d'appartenance se développe aussi par l'appartenance à cette promo. Donc, c'est selon moi un levier intéressant de rétention aussi, cette logique de promo. Et l'autre dispositif, c'est celui du buddy. Souvent, le buddy est limité dans le temps. En tout cas, on se dit le buddy, c'est bien pour la première année du collaborateur et ensuite, il va voler de ses propres ailes. Nous, on a un de nos clients dans le conseil qui a pérennisé ce dispositif de buddy. Et donc, je suis collaborateur toute ma vie, au sein de l'entreprise en tout cas. Je vais avoir ce buddy qui va être mon référent et auquel je peux m'adresser pour tout type de sujet, encore une fois, que ce soit du pro ou même du perso. Et cette logique-là, selon moi, elle participe encore une fois, comme la promo, à ce sentiment d'appartenance, à ce sentiment d'être considéré et de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui créent un attachement plus fort à l'entreprise. Et on a une question de Cassandra. Comment mobilisez-vous et sensibilisez-vous les parties prenantes comme les managers qui sont très différentes d'une équipe à l'autre ? On va en parler un petit peu ensuite dans la partie conseils finaux. Est-ce que Gaspard, tu veux dire juste un petit mot là-dessus ? C'est important de sensibiliser les managers. Évidemment, c'est souvent des personnes qui manquent de temps. Néanmoins, le fait d'avoir un onboarding réussi, ça leur assure d'avoir une recrue qui va rester dans leur équipe et qui va s'inscrire dans la durée. Donc, effectivement, par exemple, sur la plateforme Workelo, elles ont la possibilité, ces personnes, d'avoir des actions qui sont cadencées et qui leur appartiennent, donc avec des rappels pour que ces actions soient effectuées dans les temps.
Et je pense également que les managers ont un vrai rôle à jouer en plus de l'équipe RH, parce qu'on le disait, évidemment, l'équipe RH va être sollicitée et va avoir les informations des différents temps forts à J+30 durant les premiers mois finalement de la recrue et durant la période d'essai. Mais c'est important que les managers prennent ce temps-là aussi et qu'il soit un temps qui soit détaché de la simple relation opérationnelle type one-to-one qu'on peut avoir régulièrement avec les personnes de son équipe, pour pouvoir avoir cette prise de recul et avoir ce regard où la personne va pouvoir évoquer aussi son avenir ou comment elle voit son intégration et son parcours dans l'entreprise. Donc, c'est important d'avoir ce moment-là. Effectivement. Et on a une question aussi d'Élodie pour revenir sur le sujet des buddies. Valérie, est-ce qu'en général, ils sont plutôt volontaires ou choisis par l'entreprise? Alors, ça dépend du modèle. Si on parle de pérenniser la logique de buddy tout au long de la carrière d'un collaborateur, ça veut dire que tous les collaborateurs ont un buddy. Donc, ça veut dire que tous les collaborateurs sont buddy eux-mêmes. Donc là, il n'y a pas tellement de sujet de volontariat. Ça veut dire que ça fait partie du job. C'est même inclus dans les missions, dans les fiches de mission, d'être le buddy pour quelqu'un. Après, si c'est évidemment sur une période beaucoup plus restreinte et restreinte à la période d'intégration, là, bien sûr qu'il faut prendre des gens qui sont volontaires et qui ont envie de jouer ce rôle-là. Complètement. Donc, on l'a vu, le pré-boarding et l'onboarding, c'est les premiers actes de la marque employeur vécue, donc juste après la phase de recrutement. Et c'est surtout la première preuve, en fait, de la promesse employeur pour valider ce qui a été vécu déjà pendant le recrutement. Donc, pour conclure, quels sont les principaux conseils à retenir pour transformer l'onboarding en levier de marque employeur et de rétention? Gaspard, est-ce que tu veux commencer? Alors moi, j'aurais 3 conseils pour vous. Le premier conseil que j'ai, c'est d'automatiser pour libérer l'humain. Donc concrètement, c'est toutes les tâches administratives qui peuvent être automatisées durant ce processus d'intégration. Il faut le faire et ça permet de libérer du temps pour l'humain, ça permet de libérer du temps pour des échanges, des échanges in real life, en physique, pour en fait transmettre la culture, transmettre les valeurs, transmettre la mission de l'entreprise dès les premiers jours, et même durant le pré-boarding, finalement, potentiellement avoir la recrue qui est présente à un événement de l'entreprise avant même d'avoir commencé, pour lui permettre de mieux comprendre dans quel environnement elle va s'inscrire. Le deuxième conseil que j'ai, c'est de donner du sens dès le premier jour. En fait, c'est de ne pas se limiter à accueillir cette nouvelle recrue, c'est finalement de passer du temps pour raconter le pourquoi l'entreprise existe, pourquoi est-ce qu'on a fait confiance à cette personne, comment son rôle va contribuer à quelque chose de plus grand. Et c'est ça qui va transformer l'onboarding en quelque chose d'engageant et en une expérience dont la personne va se souvenir pendant des années. Et l'anecdote que j'aime bien, c'est en fait à la fois le fondateur de X et le fondateur de King, qui est le jeu Candy Crush. C'est des gens qui tenaient à être présents pendant l'onboarding pour expliquer comment l'entreprise avait été créée. Et c'est irremplaçable. En fait, ça crée une connexion émotionnelle très forte qui, encore une fois, va s'inscrire dans la mémoire de cette nouvelle recrue. Et mon troisième et dernier conseil, c'est de mesurer et de valoriser l'expérience. Donc, vraiment récolter du feedback de façon très régulière à 30, 60, 90 jours. Tirez-en des enseignements vraiment dans une logique de test and learn où vous allez pouvoir finalement, grâce à ça, anticiper les éventuels problèmes qui pourraient survenir et surtout partager les succès internes, parce que un onboarding bien mesuré et célébré devient une véritable vitrine employeur. Et de ton côté, Valérie, quels sont tes conseils à retenir en priorité? Pour compléter les conseils de Gaspard, alors je me répète, mais en effet, un des conseils, vous l'avez compris, c'est d'assurer la cohérence entre ce qui se passe en recrutement et ce qui va se passer en onboarding, donc de garantir cette continuité dans l'expérience proposée pour qu'il n'y ait pas de dissonance entre une promesse et la réalité. Et le dernier conseil, c'est de prolonger les attentions dans le temps. C'est vrai qu'on produit généralement beaucoup d'efforts
lors du onboarding, parce que on a dit, le point de départ de la rétention. Et c'est souvent une période un peu de lune de miel aussi pour le collaborateur, parce que c'est nouveau, parce qu'on prend soin de lui, parce qu'il découvre plein de gens, plein de choses. Après, il faut que cette lune de miel, elle dure le plus longtemps possible. Donc oui, il faut prolonger ses attentions dans le temps. Et ça veut dire qu'évidemment, il faut travailler ensuite toutes les étapes de la vie de collaborateur, que ce soit le développement des compétences, la mobilité, les perspectives d'évolution et même le off-boarding. Toutes ces étapes-là doivent être travaillées au même titre que le onboarding, évidemment, pour qu'un parcours avec un collaborateur dure le plus longtemps possible. Merci à tous les deux pour vos conseils. Il nous reste encore un peu de temps pour répondre à des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions. Je vois que certains sont en train d'écrire. Suspense. Exactement. Hâte de voir ça. Attention, Alison, vous avez la pression. Hein. Alors, on a déjà pris la question de Roland sur la partie feedback sur le recrutement. Ah, Alison dit que c'est clair. Et que beaucoup de bonnes pratiques sont déjà appliquées dans son entreprise. Alison. Est-ce qu'il nous reste une dernière question peut-être ? J'ai l'impression que vous avez déjà couvert beaucoup de sujets. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Effectivement. Ah, alors Mathon pose une question sur l'offboarding. Donc, on peut peut-être aussi l'aborder rapidement parce qu'effectivement, ça concerne aussi la marque employeur. Gaspard, est-ce que tu veux peut-être dire un mot ? C'est un vaste sujet. Donc, quelle est la question exactement ? Des conseils concernant l'offboarding. Oui, tout à fait. Donc, c'est un vaste sujet, effectivement. Concrètement, l'offboarding, c'est cette période à partir du moment où la personne décide de quitter l'entreprise jusqu'au moment où elle s'en va, effectivement et elle sort des effectifs. Donc, c'est un moment très important qui est parfois négligé par les entreprises parce que très concentré sur d'autres moments. Et puis, finalement, on se dit, finalement, pourquoi investir sur cette personne, sachant que elle a décidé de partir ? C'est souvent le cas, parfois ça peut être autre chose, mais en tout cas, c'est un moment, dans tous les cas, finalement, qu'il soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, qui est à soigner. Pourquoi ? Parce que, comme on le disait, les salariés communiquent sur les réseaux sociaux, les salariés n'hésitent pas à donner des notes, à laisser des commentaires à droite, à gauche, et à parler de l'entreprise dans laquelle ils ont travaillé. Donc, finalement, la dernière impression qu'on va laisser, elle est capitale pour faire en sorte que ces salariés, ces futurs anciens salariés, deviennent des ambassadeurs et deviennent finalement prescripteurs, soit de notre solution, soit en tout cas de notre entreprise auprès de leur entourage. Et donc, il faut vraiment soigner cette dernière impression. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'être équipé d'outils et surtout de bien cadencer les différents moments qui vont jalonner ces dernières semaines de collaboration. Et Apolline, si vous souhaitez plus de conseils et de bonnes pratiques, vous pouvez aller sur le site de Workelo. On a un e-book dédié à l'offboarding dans lequel vous retrouverez aussi d'autres conseils. On a ensuite Cassandra qui nous demande est-ce que vous avez fait face à des problématiques d'intégration liées aux différents types de contrats, alternance, stage, temps plein ? Donc, j'imagine que c'est lié sans doute au sujet de personnalisation des parcours selon les types de contrats. Est-ce que Gaspard, peut-être, tu as des éléments là-dessus ? Alors, nous, on a l'habitude effectivement de gérer cette complexité en termes de différents types de contrats. Comme je le disais, le but, c'est que la recrue ait l'impression d'avoir un parcours d'intégration qui est entièrement personnalisé et qui lui est dédié. Et donc, finalement, quel que soit
le type de contrat, on a cette possibilité d'avoir un parcours qui est adapté et cadencé en fonction du type de contrat. Et de la même façon qu'on peut avoir sur la partie administrative l'ensemble des documents liés à ce contrat qui sont générés et signés directement sur Workelo. Je prends l'exemple des CERFA d'alternance, si on parle de l'alternance. Donc, ça, c'est des choses qui sont automatisables, toujours dans cette logique de réduire le temps passé sur ces sujets administratifs pour qu'on puisse se concentrer sur l'humain. Et on va prendre une dernière question sur le rapport d'étonnement. Est-ce qu'il est possible d'avoir des recommandations là-dessus? Valérie ou Gaspard, est-ce que vous avez des éléments ou des petits conseils là-dessus? Alors, généralement, le rapport d'étonnement, en effet, il est aussi, il peut être formalisé au travers d'une grille d'évaluation. En tout cas, c'est la façon d'encadrer un peu le sujet, parce que c'est pas si simple quand on arrive dans une entreprise de faire un rapport d'étonnement sur quoi, sur quels critères. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est de formaliser une grille pour ce rapport d'étonnement pour aider le collaborateur à se positionner sur un certain nombre d'items. Effectivement. Gaspard, je ne sais pas si… J'ajouterais, je suis d'accord. Et donc, ce que j'ajouterais en plus de ce que tu dis, c'est de définir une temporalité. Comme on le sait, cette période d'onboarding, cette lune de miel, elle va vite. On passe très vite de nouvelles recrues à collaborateurs expérimentés, ou en tout cas collaborateurs à temps plein dans l'entreprise. Et donc, c'est important de faire en sorte que la personne fasse ce rapport d'étonnement au moment où elle a encore ce regard neuf et cet œil extérieur qui peut apporter énormément pour l'entreprise et où elle n'est pas encore, on va dire, davantage formatée, j'aime pas le mot, mais en tout cas davantage habituée aux différentes process, aux différentes routines de l'entreprise. Et donc, forcément, cette personne-là aura moins de recul plus tard. Donc, surtout, n'attendez pas pour le faire. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Valérie et Gaspard pour ce partage d'expertise. Merci beaucoup à notre audience pour vos questions. Merci beaucoup. Le replay va vous être envoyé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Merci, au revoir.